Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 196 « Je me sens parfois humiliée ». Allez, cette semaine, c'est moi qui parle et je vais parler de 2 minutes de bonheur en couple, notre jeu de conversation destiné aux couples qui ont envie de durer. 2 minutes de bonheur en couple, c'est un outil ludique pour renforcer votre relation amoureuse. Grâce à mon expertise et mon travail de thérapeute de couple, je vais pouvoir vous aider et vous accompagner grâce à ces cartes à travailler tous les fondements des couples heureux. C'est l'occasion, grâce à 2 minutes de bonheur en couple, de découvrir en 2 minutes seulement de nouvelles facettes de votre partenaire, le tout en partageant des moments intenses de complicité. Pas de piège dans ce jeu. Les questions sont conçues pour susciter des émotions positives et pour mieux vous comprendre amoureusement. 2 minutes de bonheur en couple rappellent à quel point il est important de passer du temps de qualité en amoureux. C'est juste fondamental pour votre couple. Alors, pour tous les couples qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore votre 2 minutes de bonheur en couple, et hop, partez vite le commander, soit sur notre site, 2minutesdebonheur.com, soit sur Amazon. À très vite. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je n'assiste que très rarement aux événements de réseautage. Je m'y sens trop grande, pas assez jolie, ni intéressante. J'ai peur que personne ne vienne me parler, ou pire, que quelqu'un vienne et montre rapidement des signes de gêne ou de désintérêt. Je dis rarement ce que je pense, car je crains de déranger par mon opinion ou ma façon de l'exprimer, et alors j'aurais tellement honte. Je me suis inscrite sur plusieurs comités de parents à l'école. Il va me falloir les rentrer au chausse-pied dans mon agenda professionnel. Je m'implique, sinon je risque de passer pour la mauvaise mère absente de la vie de ses enfants. Ma meilleure amie trouve ça complètement barbant. À la place, elle s'est inscrite à la Zumba. Et là, ça me chicote. D'où me vient cette urgence de cocher toutes les cases? Je sais bien que je suis loin d'être parfaite. Alors pourquoi je n'arrive pas à l'assumer? Dans notre épisode 117, Je m'ouvre à mes blessures intérieures, nous avons développé le concept des blessures de l'âme. Le concept des blessures de l'âme est le fruit de la recherche du psychiatre américain John Pierrakos, repris et vulgarisé par Lise Bourbeau, une femme québécoise spécialisée dans le développement personnel. Lise Bourbeau a identifié 5 principales blessures de l'âme: le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et, enfin, l'humiliation. Pour rappel, les blessures de l'âme sont des expériences douloureuses que nous aurions vécues pendant notre enfance et qui continuent d'influencer nos réactions et notre personnalité d'adulte. Ces cicatrices sont souvent profondes et bien souvent enfouies, tapies et prêtes à ressurgir. Lise Bourbeau s'emploie à déconstruire cette croyance qu'il y a toujours un coupable à blâmer, soit nous ou soit les autres. Selon elle, plus nous accusons, plus nous nous accusons et moins nous faisons face à notre propre défi et plus l'expérience de la souffrance se reproduit. En revanche, si nous arrivons à regarder avec compassion la partie de nous ou des autres qui souffrent, alors les situations sont complètement transformées. Alors aujourd'hui, démarrons la blessure d'humiliation. Oh oui, se sentir humilié est une sensation qui est bien désagréable. Alors, comment s'en libérer? Revenons sur ce qu'est l'humiliation. D'après le Larousse, l'humiliation est le sentiment de quelqu'un qui se sent atteint dans sa fierté, dans sa dignité. Il en résulte souvent un sentiment de honte et une blessure d'amour-propre. C'est une blessure qui se réveille tôt dans la petite enfance lorsque l'enfant comprend que ses comportements gênent ses parents. Effectivement, l'enfant va comprendre progressivement les ressentis de ses parents par rapport à ses actions. Vous voyez l'enfant qui fait une bêtise, qui se tient mal, qui aborde un sujet tabou en public, et son parent peut lui renvoyer sa gêne et sa honte, voire l'accuser d'être par exemple un cochon, d'être mal élevé, ou de lui dire « ta réflexion est idiote » ou « tu ferais mieux de te taire ». Et alors l'enfant se sent humilié.
Rappelez-vous aussi certaines punitions d'un autre temps qui avaient pour objectif d'afficher le mauvais comportement pour dégoûter l'auteur et le forcer à rectifier, comme mettre les oreilles d'âne quand on ne sait pas sa leçon. Dans tous ces cas, l'enfant se sent rabaissé lorsqu'il sent ses parents, son professeur, un adulte, essayer d'exercer un contrôle sur ses comportements. Lorsqu'il sent qu'on lui retire sa capacité d'agir, de parler, de bouger, comme bon lui semble. L'enfant enregistre alors que ses comportements dégoûtent, gênent et se sent humilié. Ce sont aussi des expériences qui se renouvellent à l'adolescence lorsque chaque ado exprime davantage sa personnalité. J'ai le souvenir de ma mère sortant avec moi dans la rue me disant « Regarde comment t'es habillée, tu me fais honte ». À propos de honte, revenons à ce que dit Lise Bourbeau qui fait bien la distinction importante entre la honte et la culpabilité. La culpabilité s'exprime lorsque nous jugeons comme mal ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. La honte, elle est beaucoup plus personnelle. Nous nous sentons mal par rapport à ce que nous venons de faire ou de ne pas faire. C'est ce qui nous pousse à accuser, à nous cacher. Lise Bourbeau nous explique que nous pouvons nous sentir coupables sans avoir honte. Cependant, nous ne pouvons pas ressentir de honte sans culpabilité. Par exemple, ma réunion s'est éternisée au boulot. J'arrive en retard à l'école, je me sens coupable parce que mes enfants sont restés tard à l'école et que je vais avoir moins de temps pour eux dans la soirée. Si le professeur m'accueille courroucé et me fait une remarque accusatrice, je vais probablement avoir en plus honte. Si le sujet de la honte vous intéresse, je vous propose d'aller écouter le podcast 141, Je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est un podcast donc sur la honte qui est fait à base des fabuleux travaux de Brené Brown. Revenons sur cette blessure d'humiliation. L'enfant qui souffre d'humiliation, comme le dit Lise Bourbeau, il va développer le masque du masochiste. Comme vous le savez, le masochiste, c'est celui qui se satisfait de sa souffrance et qui la recherche. Celui qui se dit « le problème, c'est moi ». Alors tout ça, bien sûr, c'est très inconscient. Ces comportements, comme je le disais, inconscients, sont dirigés pour se punir avant que quelqu'un d'autre le fasse. C'est une manière de se protéger. Par exemple, c'est une personne qui, sous couvert de beaucoup d'autodérision, fait ressortir ses propres travers ou ses faiblesses. Inconsciemment, cette personne s'humilie systématiquement. Prenons le cas d'une personne qui accueille ses invités à dîner en disant « Bon, alors j'espère que vous n'êtes pas venus pour la qualité du repas. La cuisine, c'est vraiment pas mon fort. » La plupart du temps, cette personne s'est mise une pression de malade, s'est dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si c'est raté, etc. » Et souvent, le mal que cette personne s'est donné donne un résultat bien réussi. Voilà quelques caractéristiques de celui qui porte le masque de l'humiliation. Ces personnes-là n'aiment pas aller vite, car ils ne se sentent pas capables. Vous le savez, aller vite est une injonction très forte dans notre société. Et donc, le masochiste anticipe que c'est une potentielle source de honte pour lui. Alors, il ralentit en prévision pour se protéger. Deuxième caractéristique, ce sont des personnes qui en prennent beaucoup sur le dos. Ce sont des personnes qui donnent l'impression de vouloir cocher toutes les cases, tout bien faire, comme une forme de perfectionnisme. C'est par exemple l'enfant qui se met une énorme pression pour être le premier de sa classe. C'est aussi l'adulte qui travaille comme un fou pour rendre des dossiers parfaits. Les bons résultats forment une carapace protectrice. Tout cela pousse le masochiste à être un peu contrôlant. Il croit que tout contrôler est une bonne solution pour éviter de faire honte ou de ressentir de la honte. C'est par exemple ce parent qui tient absolument à ce que ses enfants passent les étapes comme la marche le plus tôt possible, sinon il aura honte de lui-même en tant que parent. Autre caractéristique. Ceux qui ont peur de se sentir humiliés se placent souvent dans des situations où ils rendent service aux autres. Ils cherchent à aider les autres pour éviter de leur faire honte. Cependant, la plupart du temps, ils ne se sentent pas suffisamment reconnus pour tout ce qu'ils font et ont souvent l'impression que les autres abusent d'eux et de leur générosité. Une fois de plus, je me suis fait avoir. Jamais un merci. Prenons le cas d'une femme qui a envie que tout soit parfait. Ses enfants bien habillés, bons à l'école, font plein d'activités. Au boulot sont des superwomen, toujours souriantes.
très pro, les dossiers toujours rendus à l'heure et impec. C'est une compagne sans reproche qui fait tout pour l'épanouissement de son couple. Sur le papier, ça semble idéal. Sauf que cette façon de se rendre indispensable renvoie inconsciemment à l'entourage l'impression de manquer d'autonomie. Évoquons aussi le fait que si cette femme s'oublie, elle peut prendre trop sur elle et ne pas se sentir alignée. Et là, attention, ça peut coincer un jour. Ce costume soigneusement porté peut se fissurer, devenir trop petit et très inconfortable. Pour ça, je vous renvoie sur notre podcast 70. Vous êtes la priorité numéro 1. D'ailleurs, tellement occupées à prendre soin des autres et à remplir de nombreux devoirs, les personnes qui ont cette tendance masochiste sont rarement conscientes de leurs propres besoins et les expriment très peu. Ces personnes sont souvent déconnectées de ce qu'elles ressentent dès la petite enfance. Ces personnes ont pu enregistrer qu'il est inapproprié de parler de ce que l'on ressent, que cela faisait honte à ses parents de s'écouter et de se confier. Ces personnes à tendance masochiste peuvent se couper de leurs propres aspirations pour s'en construire artificiellement de nouvelles qui vont correspondre aux domaines qui rendront fiers leurs parents. Par exemple, nous ne comptons plus les exemples des trentenaires qui se reconvertissent après un coaching parce qu'ils réalisent, étant adultes, qu'ils ont aveuglément suivi les autoroutes sur lesquelles les ont guidés leurs parents, avec les meilleures intentions d'ailleurs. Ne pas écouter ses besoins renforce la blessure d'humiliation, car ces personnes ne se sentent pas assez importantes pour être dignes d'être écoutées et entendues. Dernière caractéristique, les personnes tendance masochistes sont extrêmement sensibles à la critique, car ça vient renforcer leur sentiment de honte. Ayant déjà naturellement tendance à se rabaisser, rappelez-vous l'autodérision, la moindre critique supplémentaire, le moindre trait sarcastique venant des autres, atteint profondément et fait ressurgir cette blessure. Cette personne se sent coupable de tout et prend toutes les fautes et les erreurs, même celles des autres, sur elle, car elle croit dur comme fer que cela fera de lui quelqu'un de bien, de digne d'amour. Une personne masochiste est souvent muette devant la critique, car elle-même n'en pense pas moins et n'a pas une opinion très positive d'elle-même. Elle ne sait pas où trouver les ressources pour se défendre et va se rayer dans l'action pour rectifier la situation. Elle a tendance à se punir elle-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Lise Bourbeau raconte qu'une maman lui avait confié se sentir coupable d'avoir du temps libre ou du plaisir, même lorsque tout était fait et que sa famille s'installait pour regarder une émission tous ensemble. Elle n'arrivait pas à s'asseoir et regardait le programme debout pour être disponible s'il fallait faire quelque chose entre-temps. Son sens du devoir l'empêchait de se détendre. En résumé, le masochiste a souvent de la difficulté à communiquer avec les autres car il est hanté par ses peurs. Peur de blesser, peur d'être incompris, peur du ridicule, peur d'être égoïste. De plus, il ne se sent même pas digne d'être écouté. La peur de se sentir humilié engendre une peur de la liberté. Parce que la liberté, c'est à la fois ce qu'une personne qui a peur de se sentir humiliée désire le plus et qui lui fait aussi le plus peur. Être libre, c'est ne rendre de compte à personne, c'est pouvoir être pleinement soi-même sans avoir honte. Les personnes qui ont la blessure d'humiliation ont souvent le sentiment d'avoir été privées de leur liberté pendant leur enfance ou leur adolescence. Ils se sont sentis brimés dans leurs sorties, dans leur activité ou encore dans leur fréquentation. Alors pourquoi peur de cette fameuse liberté ? Parce que lorsqu'ils se sentent enfin libres, les masochistes ont tendance à faire sauter tous les verrous. Ils se mettent à trop manger, trop acheter, trop parler. Or, dans ces moments-là, le regard des autres leur pèse particulièrement car évidemment ces comportements suscitent une certaine perplexité. Ils se sentent alors humiliés et de nouveau, ils ont honte. C'est pourquoi ils craignent la liberté car ils sont convaincus que cette liberté leur fera faire un tas de choses honteuses. Ils sont persuadés qu'ils ne sauront pas gérer. Voilà pourquoi ils remplissent leur agenda et leur vie d'obligations qui remplissent ce vide de façon appropriée. Donc, alors qu'ils souhaitent avant tout se libérer, les personnes à tendance masochiste s'enferment inconsciemment. De plus,
Ils s'enferment dans des domaines ou des activités qui parfois ne correspondent pas à leurs besoins, ce qui renforce leur sentiment de ne pas compter. C'est un sacré cercle vicieux. Allez, je change de regard. Voilà le portrait complet que nous pouvons dresser d'une personne qui souffre de la blessure d'humiliation et qui met tout en œuvre pour s'en protéger, bien naturellement d'ailleurs, parce qu'elle cherche à éviter de ressentir de nouveau l'humiliation et la honte. Alors que faire? Si vous vous êtes retrouvé dans toutes ces caractéristiques de cette blessure d'humiliation, osez vous regarder dans ce miroir, mais osez vous regarder avec bienveillance et éventuellement prenez conscience que vous en souffrez, ou bien c'est aussi un bon moyen de relire les comportements de ceux qui vous entourent à la lumière de ce profil. Selon Lise Bourbeau, c'est l'étape la plus décisive et aussi la plus douloureuse de la guérison émotionnelle, mentale et physique. Reconnaître à quel point nous avons pu ressentir de la honte ou faire honte est parfois un choc. Pour y voir clair, vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si, naturellement, vous avez tendance à prendre sur vous les engagements et les responsabilités des autres. Prendre conscience de sa blessure est nécessaire pour la deuxième étape de la guérison qui consiste à pardonner à soi-même et ou aux autres. Une fois ce pardon fait, vous pourrez enfin vous sentir digne d'être aimé, digne d'être entendu, digne d'être apprécié pour ce que vous êtes. Mais avant de faire ce travail de pardon que nous allons explorer bientôt, je vous recommande quelques épisodes à écouter pour entamer le travail. Tout d'abord, pratiquez l'autocompassion, notre podcast 39. Vous apprendrez ainsi à vous occuper de vous-même avec la même bienveillance que celle dont vous entourez les autres. Pensez-y, vous êtes votre meilleur ami. Deuxième idée, soyez vrai, podcast 78. Apprenez à faire progressivement tomber les masques et collectez ainsi les fruits de l'authenticité. Enfin, gagnez en autonomie, podcast 14. Vous pourrez ainsi développer votre écoute de vous-même et comprendre vos besoins. Allez hop, lancez-vous et stop à la honte. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, la blessure d'humiliation, 1. fait ressentir de la honte, 2. pousse à contrôler, à ignorer ses besoins et à se jeter pleinement au service des autres, 3. crée la peur d'avoir trop de liberté, et 4. se guérit par la reconnaissance de la blessure, l'écoute bienveillante de soi et la reconnexion à ses propres besoins et désirs. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de faire sauter une petite obligation dans votre agenda de la semaine pour la remplacer par quelque chose qui vous fait du bien. La petite mousse cette semaine nous vient du grand écrivain japonais Haruki Murakami. Les blessures émotionnelles représentent le prix à payer pour être soi-même. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.